Là, vous nous disiez en début d'émission que l'Ukraine utilisait des civils comme bouclier, mais voilà des gens qui partent, voilà des gens qui pleurent, voilà des gens qui ont tout quitté. Une dame qui dit qu'elle est partie sous les bombes, monsieur Tolstoï. Votre réaction par rapport à ça? Ma réaction est très simple. Pendant 8 ans, la Russie a accueilli les Ukrainiens, aussi les familles, les femmes qui partent des bombardements ukrainiens, de l'armée ukrainienne. Et donc, on a les images pareilles, les reportages pareils chaque jour. De côté de Rostov, Voronezh, où les Russes accueillent les Ukrainiens qui fuient le régime qui les bombarde. Donc, la guerre, c'est toujours injuste. Et on a toujours du côté de ces femmes et les enfants qui essaient de trouver un abri. C'est ce que je vous ai dit au début de l'émission. Vous n'avez pas peut-être compris. J'ai dit que l'armée russe ne bombarde pas les objets civils, mais évidemment, ils neutralisent les militaires ukrainiens. Mais ce qu'ils font les Russes, ils ne font jamais contre la population civile. Ça suscite évidemment énormément de réactions. Et nous, ici, voilà, on a pu vous montrer ce témoignage, on a entendu d'autres choses, la télévision ukrainienne bombardée, des hôpitaux, etc. Mais on en a reparlé, on va pas revenir en arrière sur ce débat, parce que de toute façon, on a bien compris que là, il y a un dialogue de sourds qui risque de s'installer. Je voudrais quand même essayer, et sans vouloir tomber dans un angélisme trop borné, on vient quand même de voir quelque chose qui se passe là. Dans des pays qui n'avaient pas pour habitude de s'ouvrir à ces populations de réfugiés. Voilà, et on va pas le transformer en ange ce soir, mais le pays de Viktor Orban accueille massivement ces réfugiés. Il y aura une Europe, après tout ça, une autre Europe, une nouvelle Europe. Rapidement, si vous voulez bien, le temps. On peut l'espérer, mais ce que je constate en tout cas, c'est qu'il y a eu, en tout cas dans les premiers jours, un tri entre les réfugiés, entre ceux qui avaient le look blanc chrétien, pour reprendre le langage de l'extrême droite, et ceux qui avaient le look pas tout à fait comme on veut. Et ça, c'est évidemment intolérable. Maintenant, je crois que nous avons, et là je parle pour la Belgique, je sais, mais enfin bon, c'était quand même pas très glorieux. Je pense en tout cas que l'Union européenne, tous les États de l'Union européenne ont un devoir de solidarité avec les pays frontaliers de l'Ukraine. Autrement dit, nous devons aider la Pologne, nous devons aider l'Ukraine, nous devons aider tous les pays frontaliers à accueillir, et donc à accueillir en prenant notre part de l'accueil des réfugiés. Mais j'espère qu'en ayant fait ça, eh bien, on installera une culture de la solidarité à ce sujet-là en Europe. Cette culture de la solidarité, je rebondis sur les propos de monsieur Lamberts, on en a besoin. Beaucoup de Belges aujourd'hui souhaitent venir en aide à la population ukrainienne. Il y a des actions plus utiles que d'autres, j'imagine. De quoi a-t-on principalement besoin maintenant ? Oui, déjà, faut à nouveau signaler à quel point cet élan de solidarité fait chaud au cœur, parce qu'effectivement, les besoins sont énormes, qu'ils soient en Ukraine, qu'ils soient aussi dans les pays limitrophes, et potentiellement ici, avec l'impact qu'on sait que cette crise peut avoir. Donc ça, c'est remarquable. Maintenant, ce qu'on ressent vraiment comme besoin quand on est en contact avec les Croix-Rouges là-bas qui s'occupent d'une aide humanitaire sur place, ce qu'on ressent vraiment besoin très fort, c'est qu'ils ont besoin de pouvoir faire des achats pour distribuer la nourriture, l'eau, mettre en place les infrastructures, payer les équipes médicales qui vont s'occuper des premiers secours, de la prise en charge psychosociale, de maintenir la connectivité entre les familles, pour qui c'est vraiment crucial dans un conflit comme ça de ne pas être séparés. Et donc finalement, le gros besoin à ce stade, il n'est pas d'envoyer des biens aujourd'hui d'ici, parce que c'est crucial de faire marcher aussi localement. Et d'avoir des couloirs verts qui permettent d'acheminer cette aide humanitaire, ce qui ne se passe pas aujourd'hui. J'étais en contact avec les environs de Kiev, on m'a dit tout est encerclé, fini, rien ne passe. J'espère en tout cas que ce que vous venez de dire n'aura pas été le passage le moins entendu de cette émission, et je parle de celui sur la solidarité, évidemment, et de la manière dont on peut venir en aide à ces populations. Nina Bashkatov, je crois que je vais vous donner le rôle le plus difficile, qui est celui de cette émission, finalement. C'est de la conclure. Vous avez vu, entendu beaucoup de choses aujourd'hui. Vous connaissez bien, encore une fois, je l'ai dit, la Russie. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire
que malgré toutes les horreurs que l'on vit, il y a encore des choses qui peuvent se terminer favorablement, et si oui, à quelle échéance? Alors, je crois qu'il ne se passera rien de solide dans le court terme. Donc tout ce qu'on peut espérer, c'est d'évoluer tout doucement vers un cessez-le-feu qui servirait de base, comme dans toutes les guerres. Finalement, c'est pas ça peut-être avoir l'air détaché des souffrances humaines, mais ça ne veut pas dire que je ne les partage pas, mais simplement si on parle maintenant comment on résout un conflit, c'est par étapes, c'est en gardant des canaux ouverts dans lesquels il n'y a pas d'antagonisme direct. Donc c'est très important d'avoir un ou des intermédiaires entre l'Ukraine et la Russie, de bloquer la situation militaire telle qu'elle est pour pouvoir alors négocier un retour aux frontières, en tout cas d'avant l'intervention russe, parce que la question de la Crimée, à mon avis, va rester quelque chose de traité séparément. Et puis, mais voilà, espérer sur la solidarité internationale. Je ne crois pas tellement que l'Union européenne puisse être un grand acteur de la solution immédiate, dans la mesure où elle a déclaré quand même des hostilités dans ce sens, où il faut quand même être clair, il y a une façon de faire la guerre. Maintenant, on ne fait plus la guerre uniquement en envoyant des soldats avec des halbards chez les terrains du voisin. On fait, comme on a dit, cybersécurité militaire et commerciale. Et on voit d'ailleurs que les États-Unis ont été les fers de lance de changer la face de la guerre en passant par la guerre économique. Je ne sais pas si on remercie des invités quand on termine une émission comme celle-là, puisqu'on est en train de parler de gens qui s'affrontent, de gens qui meurent, de bombes, d'affrontements. Je ne sais pas s'il faut dire merci, mais simplement peut-être vous remercier vous de nous avoir fait confiance pour essayer de vous éclairer, et c'était forcément très incomplet, de vous éclairer sur cette situation particulièrement tendue dans cette région du monde. On continuera évidemment via la RTBF et nos différents canaux d'information de vous informer sur tout ceci, n'hésitant pas à refaire un débat s'il s'imposait. Merci à toute l'équipe qui m'a permis de vous le présenter. Un dernier petit coup d'œil, comme on le fait traditionnellement, sur le magazine Moustique qui est sorti aujourd'hui, et cela s'impose d'autant plus cette semaine qu'il consacre lui aussi évidemment son numéro à ce qui se passe dans ce conflit entre la Russie et l'Ukraine. Je vous l'ai dit déjà, merci de nous avoir suivis, de nous avoir fait confiance. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et d'essayer de garder le moral malgré toutes les choses que nous avons pu entendre ce soir. Je vous quitte non sans vous parler de la suite de la soirée sur la RTBF. On prolonge en fait ce que nous vous proposons via deux documentaires totalement exceptionnels. L'un consacré à Vladimir Poutine. Il a été tourné avant l'arrivée de Joe Biden à la tête des États-Unis, mais il va vous permettre de bien comprendre comment fonctionne le président russe. Et puis l'autre, eh bien, il s'intéresse à cette fameuse Légion Wagner, des hommes que l'on dit absolument prêts à tout et soumis au pouvoir russe. Et quand je dis prêts à tout, c'est évidemment de la manière militaire dont je vous parle, de documents que je vous conseille, ils sont exceptionnels tout particulièrement. Merci de votre attention, à la semaine prochaine.